Bon, bien, bonjour. Pourquoi ces journées? Bon, chaque année, depuis 29 ans, cette fois-ci, probablement pour la dernière fois, dans ce format tout au moins, nous essayons donc de faire le point sur une question à la fois théoriquement significative, professionnellement importante, afin d'ouvrir un terrain de recherche, mais aussi, c'est au même niveau d'importance, déboucher sur des pistes d'action. Et les moins déclaratives possibles, les plus praticables possibles. Bon, cette année, donc, c'est la question du néolibéralisme dans son stade avancé, en rapport avec ce qui nous préoccupe beaucoup, les interventions sociales, thérapeutiques, éducatives et autres, d'enseignement, etc. Et les interventions sociales jouent un rôle central, mais sans être absolument pas les seuls, parce que les problèmes qui se posent dans l'intervention ne diffèrent pas fondamentalement de celles qui se posent ailleurs, sont relativement spécifiques. Mais nous prenons l'intervention sociale comme exemple, comme prototype, en plus du fait que ça correspond à la plupart des personnes qui suivent les jeunes études, travailleurs sociaux. Mais disons, c'est un exemple, rien de plus, rien de moins, rien de plus non plus. C'est un exemple, c'est un prototype. Pourquoi l'intervention sociale? Pour nous éviter, ce que nous évitons depuis toujours, comme de la peste, les grands discours exaltants et passablement creux sur le travail social, sur ce qu'il doit, il ne doit pas, il peut pas. Nous tâchons, cette année en particulier, nous tâchons de nous centrer sur ces moments de la vérité, ces moments de vérité, j'allais dire, ces moments de vérité que l'intervention sociale. Qu'est-ce que je fais avec la parcelle de pouvoir dont je dispose, comment je parle avec les gens, qu'est-ce que j'entends de ce que les gens racontent. Donc voilà, ça c'est pour l'intervention sociale. Pourquoi son rôle relativement privilégié dans le discours, mais exemplaire, simplement exemplaire, rien de moins qu'exemplaire. La première question concerne pourquoi, si le néolibéralisme effectivement implanté dans presque le monde entier, presque, il ne faut pas sous-estimer les îlots importants de résistance et de non-implantation. Ben, en tout cas, le néolibéralisme implanté dans une bonne partie du monde, pourquoi l'aborder aujourd'hui? À cause de son caractère avancé. C'est pour ça que ça fait partie du titre. L'intervention sociale au temps du néolibéralisme avancé. Avancé pour deux raisons. Première, parce que là où il est implanté, l'Occident, comme on dit, là où il est implanté, il n'y a presque pas secteur public ou privé, intime au public, ou d'une manière ou d'une autre, il ne se fasse pas présent. L'intervention sociale est un exemple de plus de mainmise, de présence, d'impossible contournement du néolibéralisme. Quelles que soient nos options idéologiques, politiques, ne pouvons pas dire ça n'existe pas, ne pouvons plus dire ça n'existe pas. Il est omniprésent. Et ça se fait, se font sentir partout. Première raison. Deuxième explication, pourquoi avancer? Parce qu'avancer au sens où la démocratie, même la démocratie imparfaite, bien sûr que la démocratie bourgeoise, la démocratie devient un obstacle pour le néolibéralisme. Et l'exemple le mieux, je veux dire le pire, c'est Donald Trump. La démocratie bourgeoise comme obstacle, inconvénient, limite, encombrement, etc. Pour le néolibéralisme en marche. Il y a des auteurs qui d'ailleurs rejettent l'appellation néolibéralisme pour essayer d'autres formules qui ne semblent pas très convaincantes, genre régime autoritaire, mais ça ne suffit pas.
Mais il y a certainement une question de dénomination. Nous allons nous rester dans le néolibéralisme, avec la formule néolibéralisme. Bien. Pourquoi la focale sur ce thème? Pour ça. Et pour les raisons déjà dites, et surtout pour une raison de fond, qui est désignée par la dernière partie du titre de cette journée. C'est pour ça que la police est plus grande, pour dire que c'est l'axe de traitement, à savoir cette emprise néolibérale, ce fait qu'il n'y a pas d'intervention sociale à côté, ou dans un autre monde, mais au beau milieu. Et s'agit-il d'un désastre, voire d'une débâcle, ou bien ou d'une opportunité? Je dirais pas une chance, mais d'une opportunité. Désastre, oui, ça l'est. Et débâcle dans pas mal de secteurs, ça l'est aussi. D'autant plus désastre et débâcle qu'on n'est pas équipé pour l'analyser. Et que donc on le pense comme une fatalité face à laquelle nos petits schémas sont impuissants. Là, je fais référence à l'humanisme, qui est le grand perdant idéologique de cette confrontation. C'est une opportunité par là même. C'est une opportunité, c'est-à-dire l'opportunité de refonder l'intervention sociale, l'intervention scolaire, la repenser. Non pas la réformer au sens de donner de nouveaux crédits, ce ne serait pas de trop bien sûr, et de donner des nouvelles institutions, ça ne serait pas de trop non plus, non, de les repenser, c'est-à-dire à quoi ça sert, quelle en est la nature, quelle en est l'opportunité. Moi je vois dans la conjoncture actuelle, je vois quelque chose de radieux, ça peut paraître cynique, radieux. C'est-à-dire, j'interviens très souvent maintenant en Amérique latine, où les choses sont encore plus graves, c'est-à-dire plus explicites qu'en Europe, avec moins de cache-sexe, moins de tables de salut. Et les options en pratique sociale ont un écho formidable. Et pas seulement parce que je parle bien, ce qui est d'ailleurs en espagnol pas sûr, en français non plus, mais c'est un autre thème, on ne fera pas d'entretien là-dessus. Et non, c'est pour dire que ça correspond à la conjoncture, que c'est la grande opportunité pour enfin s'affronter massivement ce à quoi nous affrontons plutôt en petit groupe, en petit social, à savoir la question de la définition, qui énerve tellement mes chers collègues, parce que ça parle de leur manque fondamental. Ils parlent d'un travail social, d'une intervention sociale, qu'ils remplissent d'adjectifs, mais de très très peu de concepts. Je veux dire très peu de définitions. Donc nous allons essayer, une fois de plus, nous allons essayer de penser l'intervention sociale, médico-sociale, thérapeutique, pédagogique. Nous essayons de les penser au temps du néolibéralisme, c'est-à-dire d'une part, à quoi ça consiste, quels sont les attributs, la manière de faire, etc. Et d'autre part, et c'est le thème de la troisième et dernière de mes interventions lors de ces journées, j'en fais 3. Et lors de la première, je fais un état des lieux, à la suite des propos que j'attends beaucoup de Christian Laville. Christian Laval. Laval, pardon. J'ai fait toujours le lapsus, il ne va pas se vexer, j'espère. Non, rien à voir, je le préfère d'ailleurs largement. Laval, donc, qui va faire le point sur le néolibéralisme. Moi, je vais le reprendre, mais dans les champs plus restreints de l'intervention sociale, et nous partagerons avec lui et d'autres intervenants de la table ronde, par exemple, nous partageons cette idée, cet axe fondamental, qu'il ne s'agit pas d'une débâcle seulement. Non, je voulais dire mieux.
qu'il s'agit d'une débâcle si nous y participons. Nous y sommes pour quelque chose. Pas grand-chose, ce n'est pas nous qui décidons, évidemment, mais c'est nous qui pouvons prendre certaines initiatives. Celle qui m'importe pour le moment, c'est les initiatives en matière d'intervention. C'est pour ça donc je disais la troisième intervention que je ferai, mercredi 10 décembre, si je ne m'abuse. La troisième intervention porte sur quelle stratégie d'intervention, quelle méthodologie, comme dit le langage classique, qui n'est pas les miennes, bon, enfin, quelle méthodologie d'intervention utiliser quand on veut continuer à faire ce beau métier, mais dans les circonstances actuelles, avec les moyens du bord. Comment faire travail social avec une dose minimale d'humanisme et une dose maximale de solidarité des classes. La perspective est énorme, les enjeux sont démesurés, mais on peut imaginer que nos petites vies servent à autre chose qu'aux enjeux domestiques. C'est un combat que nous menons depuis de longues années, moi personnellement aussi. C'est un combat pour lequel nous ne sommes pas entièrement démunis. Donc, on vise, pour le dire en langage classique, mais je n'ai pas honte, revitaliser l'amour du métier. Revitaliser l'amour du métier. Sentir qu'on sert. À quoi, comment et pourquoi. C'est ça qu'il faut savoir. Et avec quelle méthodologie aborder tout cela. Bien, je vous remercie d'abord de cette invitation aux journées d'études de pratique sociale. Je dois dire que c'est un rendez-vous qui est retardé puisque Saoul, j'ai vérifié sur mes mails, m'a invité il y a déjà, je crois, 10 ans. Et puis, bon, vous avez eu mon collègue Pierre Dardot qui est venu à certaines de vos activités. Donc, encore une fois, merci. Je dois dire que le concept de pratique sociale m'attire particulièrement. Moi, je ne connais pas vos activités, je ne vous ai jamais rencontré, donc j'ai hâte d'apprendre quelque chose, mais le concept de pratique sociale nous va droit au cœur, puisque nous avions, avec Pierre Dardot, inventé à un moment quelque chose qui s'appelait le matérialisme des pratiques. Nous pensons que analyser les pratiques, partir des pratiques, est toujours absolument essentiel, en entendant par pratique trois dimensions, c'est-à-dire celle des relations, celle des conflits et celle de la coopération sociale à travers des institutions, et en particulier ce que nous appelons les institutions du commun. Donc, partir des pratiques sociales nous semble absolument essentiel, y compris pour faire le diagnostic sur la situation historique dans laquelle nous sommes. Et quand nous avons analysé le néolibéralisme dans plusieurs livres, dont La Nouvelle Raison du Monde, nous avons beaucoup insisté sur ce qu'on pouvait entendre comme type de pratique induite par le néolibéralisme. C'est-à-dire, nous avons été un peu guidés dans cette direction-là par Michel Foucault, c'est-à-dire avec l'idée que ce qui importait, c'était la gouvernementalité des conduites. Et là, on est directement sur le terrain des pratiques, c'est-à-dire comment les pratiques de l'intérieur, en quelque sorte, sont guidées par un certain nombre de dispositifs qui conduisent dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine de l'économie politique stricto sensu, mais dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la justice, de la police, dans tous les domaines, comment les conduites sont orientées justement par un certain nombre de modes de contrôle, de calcul des comportements, de récompense, de punition, etc., etc. Et puis surtout, aujourd'hui, tous les domaines institutionnels sont touchés par ça, par les procédures d'évaluation des pratiques, d'évaluation des conduites et d'évaluation aussi des individus. Ce qui nous a amené à parler d'une subjectivité propre au libéralisme, au néolibéralisme, c'est-à-dire la façon dont sont formées, formatées, modelées des subjectivités par ces dispositifs
sans nécessairement que ça implique une adhésion idéologique au néolibéralisme. On pourrait presque dire que c'est presque d'une certaine façon contre l'idéologie finalement que le néolibéralisme opère le plus parce qu'il opère insidieusement, il opère justement par des créations de situations dans lesquelles on est obligé de fonctionner à la concurrence, on est obligé de fonctionner justement selon des objectifs, des scores à réaliser, etc. Donc c'est un système particulièrement insidieux sur lequel nous avons insisté en nous référant à la fois à toute une littérature sociologique, psychologique, psychanalytique. Et je voudrais dire aussi à quel point le fait que vous soyez lié aussi dans votre pratique à la psychanalyse nous importe grandement. Hein. Alors bon, voilà en gros pourquoi je suis très content d'accepter de venir vous rencontrer. Maintenant, qu'est-ce que va être mon propos? Moi, je voulais faire un peu le point sur ce qu'on entend aujourd'hui par néolibéralisme. Les études, les travaux que nous avons réalisés, en fait, datent de la période 2005-2010, enfin en tout cas dans notre premier ouvrage. Donc ça a 15 ans. Nous avons fait d'autres ouvrages ensuite, dont en 2016 un livre au titre malheureusement prémonitoire, si je puis dire, qui s'appelait Ce cauchemar qui n'en finit pas. Je veux dire, il y a 10 ans, le cauchemar, on n'en est pas sorti, loin de là. Et puis nous avons aussi, avec un collectif, c'est-à-dire un groupe d'études sur le néolibéralisme et les alternatives, nous avons publié un autre ouvrage, donc il y a 3 ans, qui s'appelle Le choix de la guerre civile, où nous proposions une autre histoire du néolibéralisme, c'est-à-dire une histoire corrigée, une histoire amendée par rapport à celle que nous avions faite en 2009. Parce que déjà, nous sentions qu'il y avait des mutations qui s'étaient opérées à l'intérieur du champ du néolibéralisme. Bon, je crois que c'est très très important de montrer que quand on travaille sur des objets contemporains, nous n'échappons pas à l'histoire, c'est-à-dire même sur une période assez courte, les choses sont en transformation. Donc moi, ce que je voudrais faire devant vous et avec vous, avec les participants de cette journée d'études, c'est faire le point sur ce qu'on entend par néolibéralisme aujourd'hui. Au fond, nos analyses qui ont été développées sur 20 ans sont-elles encore toujours d'actualité à l'heure de ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire du développement de processus qu'on peut appeler des processus de néofascisation. Et c'est cela la question. C'est-à-dire, est-ce que des processus de néofascisation qu'on observe partout sont-ils ces processus des remises en cause du néolibéralisme au point qu'on pourrait dire que le néolibéralisme est terminé, que nous avons dépassé la phase néolibérale et que nous sommes entrés dans une nouvelle phase historique, la phase néofasciste. Bon. Nous nous méfions en fait de ces grandes proclamations des fins de. Parce que, évidemment, d'abord, le néolibéralisme, on a annoncé la mort à plusieurs reprises. Dès 2007, lors de la crise financière, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, avait fait circuler un papier qui s'appelait La fin du néolibéralisme. Aujourd'hui, on voit des historiens, il y a un historien là qui a eu l'honneur de beaucoup de plateaux de télévision et de radio, qui dit, bon voilà, le néolibéralisme c'est fini, nous sommes dans le capitalisme de la prédation. Bon. Mais je crois qu'il y a une grande confusion sur ce qu'on entend par néolibéralisme. Il a plusieurs aspects. Il a l'aspect globaliste, il a l'aspect du libre-échange, il a l'aspect du multilatéralisme. Incontestablement, le néolibéralisme a contribué à la mondialisation. Il a été un des vecteurs politiques de la mondialisation. Maintenant, est-ce que le néolibéralisme se résume au libre-échange? Nous ne le pensons pas. Nous pensons depuis le début que le néolibéralisme est une entreprise politique de transformation des sociétés, des relations sociales et des transformations des institutions et des subjectivités. Et sur ce plan-là, nous pensons qu'il y a non pas fin du néolibéralisme, mais une radicalisation du néolibéralisme. Et c'est cette radicalisation qui s'accompagne et en même temps produit ces processus de néofascisation.
Voilà. Et c'est, je crois, ceci que je voudrais développer. Le néofascisme, si vous voulez, d'aujourd'hui, n'abolit pas le néolibéralisme, il le prolonge, même s'il en abandonne certains pans. Voilà. C'est ça la difficulté. Et nous avons affaire, donc, aujourd'hui, à une nouvelle phase qui se caractérise par un nouveau rapport entre l'État et le capitalisme. Voilà, c'est ça le point fondamental. Le néolibéralisme, je dirais classique, ça a été finalement une opération dans laquelle l'État a joué un rôle absolument décisif dans la transformation de la société. L'État était absolument partout et l'État lui-même s'est transformé à travers justement la mise en place des dispositifs d'évaluation, de concurrence, de privatisation, d'introduction de problématiques de rendement, etc. Bon, tout ça, on l'avait développé. Mais aujourd'hui, au fond, on a affaire à un nouveau rapport qui est, pour résumer les choses, que l'État, finalement, se modèle de plus en plus sur le mode de fonctionnement du capitalisme, c'est-à-dire le mode d'accumulation de la puissance fondé justement sur l'accumulation du capital. Il y a en quelque sorte, pour résumer les choses, une espèce de fusion entre l'État et le capital qui est inédite. Bon, ça a toujours existé, l'État était au service du capitalisme, on le sait, bon, et le capitalisme s'est servi de l'État. Mais aujourd'hui, on est dans un état, je dirais, de fusion. Et ce que je voudrais expliquer, enfin, ce que je voudrais présenter comme hypothèse, c'est qu'on est passé d'une phase où ce qui importait, c'était la mise en place de ce qu'on a appelé une concurrence totale. Une mise en concurrence totale des entreprises, des institutions, des États et des individus. C'était ça le principe, le grand principe du néolibéralisme, c'était ça. On est passé à autre chose, bien que c'était en germe, c'est la guerre totale. On est passé de la concurrence totale à la guerre totale. Une guerre qui se déroule sur tous les plans et qui concerne chacun d'entre nous et qui peut se lire aussi à travers les individus, leur subjectivité, etc. Et donc, c'est ce qui caractérise, à mon avis, tous les plans aujourd'hui. Le plan international, c'est assez évident que la guerre est généralisée. Il n'y a pas que Trump, tout le monde en fait est dans une problématique de guerre, c'est-à-dire de rivalité armée entre les États, entre les économies, etc. Mais ça concerne aussi à l'intérieur des sociétés nationales la guerre que mènent les États contre les populations, certains groupes de la population contre d'autres. Donc c'est ce que nous avons appelé une guerre civile généralisée, mais qui aujourd'hui s'intègre dans cette guerre totale, mais ça concerne aussi les individus qui sont non pas seulement défiants vis-à-vis des institutions, mais qui sont, comme on dit de façon euphémisée, en colère, mais cette colère est aussi à inscrire dans cette problématique de guerre totale. Voilà. En gros, mon analyse, c'est comment est-on passé de la concurrence totale à la guerre totale et comment on peut en sortir aujourd'hui et quelles sont les urgences aujourd'hui pour en sortir. Voilà comment je pourrais résumer mon propos du mois de décembre.